beaucoup, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de pollution atmosphérique, c'est-à-dire en fait, contrairement à ce qu'on a pu voir tout à l'heure pour ce que Patrick a présenté tout à l'heure pour le climat, d'un événement qui va être beaucoup plus court terme, mais qui va être l'événement fondateur d'un potentiel changement climatique, avec des pics de pollution qui peuvent être ce qu'on parle nous sur une durée de quelques jours à quelques semaines. Donc effectivement, la pollution atmosphérique, c'est quelque chose qu'on veut essayer de maîtriser et donc qu'on veut prévoir un petit peu à l'avance. Donc au laboratoire de météorologie dynamique, je coordonne le développement d'un modèle qui s'appelle Chimère, donc c'est un outil numérique. Et vous pouvez voir sur la figure de droite le nombre de laboratoires où il est actuellement utilisé. Alors tous ces laboratoires ne font pas forcément de la prévision. Il faut savoir que cet outil, au laboratoire, on le développe avant tout nous pour faire de la recherche sur les processus physico-chimiques. On cherche à mieux comprendre comment et pourquoi se met en place un événement dit de pollution atmosphérique, c'est-à-dire un excédent de polluants dans l'atmosphère en fait, qu'on va respirer. On s'en sert aussi dans des projets pour faire des études d'impact, c'est-à-dire qu'on cherche à faire des scénarios d'émissions, voir quelle serait la bonne quantité d'émissions qu'il faudrait réduire pour arriver à réduire ces pics de pollution. Et on fait aussi des études d'impact sur la santé, donc ça c'est une nouvelle direction de recherche qu'on a actuellement. Et puis donc, il est utilisé pour la prévision, et c'est le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc le modèle est utilisé, si on parle d'un point de vue européen, a priori, à différentes échelles. Il est utilisé sur des régions. Quand on parle de région, on parle par exemple de l'Île-de-France. Il est utilisé en France, et donc il constitue la prévision opérationnelle Prévert, qui est mise en œuvre par l'INERIS. Et puis il est utilisé maintenant au niveau européen. Donc c'est un des 8 modèles qui sert à faire une prévision quotidienne dans un cadre d'un projet européen qui s'appelle MAC. Si je résume assez rapidement les performances du modèle en termes de prévision, il faut savoir que aujourd'hui on arrive à prévoir beaucoup plus facilement, on a une beaucoup plus grande maturité de prévision en ce qui concerne les gaz, c'est-à-dire toute la pollution dont vous entendez souvent parler, estivale, ozone et oxyde d'azote. Le sujet sur lequel je vais m'attarder aujourd'hui, c'est plus en fait les enjeux de prévision liés aux aérosols. On les modélise depuis un peu moins longtemps, en fait, depuis quelques années. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, et donc je vais m'attacher à ces défis de prévision, sachant que grossièrement, on a à peu près 40% de réussite sur des épisodes de pollution aux aérosols par rapport au gaz, on a plus de 80%. Donc un exemple pour vous illustrer un petit peu ce qu'on fait comme type de travail en modélisation. Donc là, c'est une prévision qui date de lundi. Donc il y a eu un épisode relativement remarquable en termes de pollution atmosphérique sur l'Europe en début de semaine. À droite, vous avez la carte donc, du modèle qui est utilisé dans le cadre de la plateforme opérationnelle Prévert. Et donc vous voyez, en fait, vous pouvez voir la dimension d'un panache de pollution. On a une tache rouge qui montre des très fortes concentrations de particules relativement fines au nord de la France et tout le Benelux, et puis toute la zone en jaune, en fait, montre aussi des concentrations non négligeables, donc qui vont jusqu'à couvrir toute la moitié nord de la France. Par la prévision, en fait, avec le modèle, on arrive à identifier plus ou moins la façon dont cet épisode a pu se mettre en place, et puis surtout, on va essayer d'estimer sur les 3 jours à venir son évolution dans le temps. Donc là, on a pu commencer par détecter le fait que c'était en fait l'addition de différents phénomènes. D'abord, une activité agricole de saison, en fait, qui va produire de l'ammoniac. Ensuite, des activités anthropiques avec le trafic routier qui vont générer des oxydes d'azote. Et puis, au final, on se retrouve avec du nitrate d'ammonium, donc qui est un des polluants qu'on cherche à mesurer le mieux possible et à simuler le mieux possible. Donc, les questions qu'on peut avoir une fois qu'on a mis en place cet outil de prévision, c'est d'où vient cette pollution ? Connaît-on tous les processus? Donc là, clairement, la réponse est non. Et donc, quelles sont les limites actuelles d'une bonne prévision? Donc, comment l'améliorer? Donc, le premier message, c'est la façon dont on envisage la pollution par rapport à ce qui pouvait se faire depuis très très longtemps. Il faut savoir que pendant quasiment une centaine d'années, la pollution a été vue comme un phénomène uniquement local. C'est-à-dire qu'en fait, on considérait uniquement... Même on surveillait, les réseaux de surveillance ont commencé uniquement à mesurer des polluants dans les centres urbains. Donc c'était uniquement une ville densément peuplée, avec des industries proches. Et on se souciait uniquement de cet environnement relativement restreint. La réalité, alors on ne voit pas forcément très très bien, mais ici vous avez l'Afrique, et puis ici l'Europe. Alors toutes les flèches
ne sont pas forcément à détailler. En fait, le seul message, c'est de dire qu'aujourd'hui, on considère le problème de la pollution comme quelque chose de beaucoup plus grande échelle. Si on veut pouvoir avoir une prévision correcte en un point donné, il faut avoir un domaine très très grand en termes de prévision et de transport. Notamment sur l'Europe, ce qu'on va respirer régulièrement. Ça peut être des panaches d'émissions d'aérosols minéraux émis en Afrique par le vent sur les déserts qui vont se déposer une dizaine de fois par an, par exemple, sur vos voitures, vous pouvez le voir. C'est de la terre, du sable un peu rouge. On va avoir des transports de feux de forêt à longue distance qui peuvent venir d'Europe ou avec des transports transatlantiques. Et puis on a des émissions dites biogéniques par les forêts ou anthropiques par les industries et le trafic. Tout ça va se mélanger et surtout le message, c'est que tout va vivre relativement longtemps dans l'atmosphère et contribuer globalement au bilan de pollution atmosphérique. La première chose à faire quand on développe un outil de prévision, c'est de savoir comment on caractérise réellement la pollution atmosphérique. Il faut savoir qu'un modèle, c'est un objet relativement dégradé de la réalité. Donc on doit toujours se rattacher à une réalité. Donc on travaille sur la modélisation, mais on travaille aussi sur l'observation. Alors on utilise beaucoup de mesures. Donc typiquement, les mesures sont des mesures de surface, forcément, puisqu'on cherche à évaluer la pollution en surface, là où on respire. On utilise de la télédétection, on utilise aussi beaucoup de nouvelles générations de satellites qui nous apportent des informations qu'on n'avait pas il y a quelques années et qui sont vraiment intéressantes pour décrire la structure verticale de l'atmosphère assez rapidement. Donc l'avantage de la mesure, c'est évidemment que c'est la vraie et seule quantification de la réalité. Mais par contre, par rapport au sujet du jour, évidemment, avec une mesure, on ne peut pas faire de la prévision. On fait un état de l'atmosphère tel qu'il est aujourd'hui ou qu'il était hier, mais on ne peut pas extrapoler l'état de l'atmosphère. Et donc c'est pour ça qu'on développe des modèles numériques qui ont un autre avantage, c'est qu'on peut couvrir n'importe quel type de domaine. Ici vous avez une grille qui représente un domaine par exemple qui serait centré sur la France. On peut ajouter tous les processus qu'on imagine comme étant pertinents par rapport à la simulation de la modélisation de la pollution atmosphérique. Et donc on peut extrapoler nos calculs et faire des calculs à l'avance. Donc quand on parle de climat, on peut faire des calculs sur des centaines d'années. Et quand on parle de prévision de la pollution, on est sur un autre phénomène à plus petite échelle. Donc là, on fait des prévisions sur quelques jours, en fait. La difficulté du modèle de pollution, c'est qu'en fait, c'est un outil qui est pluridisciplinaire. En fait, quand on développe ce type d'outil, ça peut paraître bizarre d'être au laboratoire de météodynamique et travailler sur la pollution atmosphérique. C'est qu'en fait, on a pour beaucoup une formation en météorologie. Ça reste un point clé essentiel pour faire de la pollution. C'est quand même la météorologie qui va transporter les panaches de polluants qu'on cherche à déterminer en un point ou un autre. Et puis en étend nos compétences aux émissions. C'est même aujourd'hui un des points cruciaux pour avoir une bonne prévision. Il faut arriver à déterminer tout ce qui va être injecté dans l'atmosphère avant d'être transformé. On se transforme un petit peu aussi en chimiste pour les gaz et particules, parce qu'il y a énormément de conversions de pollution d'espèces chimiques qui sont directement émises en polluants secondaires, dont l'ozone que vous connaissez. Et puis on travaille aussi aux interfaces maintenant avec la végétation et aussi la météorologie, parce que la pollution peut disparaître de l'atmosphère, soit être intégrée dans le sol, soit captée par la végétation. Et donc on doit travailler sur ces nouveaux compartiments géophysiques qu'on ne connaissait pas forcément avant. Mais le message principal, c'est que si on veut améliorer au final la prévision, qui est un bilan, il faut travailler sur tous ces compartiments en même temps. Je vous donne un exemple pour vous montrer la diversité du travail qu'on peut faire sur les émissions, par exemple. Donc on doit, tout comme je vous le disais tout à l'heure, on a l'image de la pollution qui est très locale, ça reste vrai, mais ce n'est pas que ça. On a des sources locales qu'on doit déterminer avec des modèles, aussi des modèles d'émissions qui vont alimenter les modèles de chimie-transport. Ça peut être de la combustion, de la volatilisation ou de l'érosion, c'est un soulèvement de panache de poussière, ou des sources distantes. On travaille beaucoup actuellement, et c'est un des facteurs limitants de la qualité de la prévision, sur des feux de végétation, ici vous avez un exemple de panache de feu en Grèce, ou sur les aérosols minéraux. Donc ça, c'est un panache émis sur les déserts et qui arrive sur la France en 2011. On travaille aussi pour essayer de comprendre notre prévision. Il faut savoir quantifier l'erreur qu'on fait sur notre prévision. Et donc, en fait, on compare les prévisions à plus ou moins long terme. Donc là, c'est une prévision, une analyse. En fait, on a rejoué la simulation sur un cas d'été sur l'Europe et l'Afrique. Et donc, on trace directement les concentrations qu'on avait pu avoir ce jour-là. Ensuite, on fait la différence entre cette carte et la prévision qu'on avait pu faire la veille. Donc, un jour avant, on avait essayé de prévoir cette même journée-là qu'on a analysée.
puis 2 jours avant, puis 3 jours avant. Et donc on voit la propagation de l'erreur en fait de notre prévision. Et ça, c'est un outil extrêmement puissant pour comprendre pourquoi un calcul qui a pu se faire 3 jours à l'avance, finalement va entraîner une erreur qui va être transportée. On fait une erreur sur les émissions en Afrique, on transporte cette erreur et on obtient une incertitude ensuite au point où on cherche à avoir une prévision fiable en Europe. On utilise d'autres outils aussi, et quand on compare nos résultats à des données satellites, on a aussi une image de ce qu'on a manqué en fait, avant même la prévision, dans le calcul, tel qu'on l'a mis en place. Donc par exemple, on utilise beaucoup de comparaisons aux satellites aujourd'hui. Ici, on a une vision intégrée de la pollution sur la verticale, en termes de particules. Donc vous voyez d'abord que c'est quand même des périodes où il y en a beaucoup plus en Afrique que sur l'Europe. Et puis le modèle qui est en bas montre clairement qu'il a loupé en fait, des événements au bord de son domaine de simulation. Et ça nous montre que non seulement on avait une image qu'on essaye d'élargir, qui passe de local à régional, mais qu'aujourd'hui on se rend compte que la pollution doit être encore plus grande en termes de domaine. On commence à penser, même pour des simulations très régionales, à faire du transport hémisphérique, c'est-à-dire à pouvoir prendre en compte des panaches qui vont faire le tour de la Terre plusieurs fois. Et c'est une information qui nous manque aujourd'hui, c'était le cas ici en fait, avec un panache de feu qui venait du Canada. La deuxième chose très importante, en termes de chimie et donc d'évolution de la pollution dans le temps, c'est pouvoir discriminer les espèces chimiques. Donc ici, on a une courbe qui, en fonction du temps, va nous montrer les concentrations. Donc on peut voir les pics de pollution qu'il y a eu sur cette période d'été 2013. Et puis aujourd'hui, notre travail, c'est d'essayer de donner des informations plus complètes sur ce que contient ce côté PM2,5 ou PM10, ces particules dont vous entendez parler. Aujourd'hui, on travaille sur le fait de pouvoir donner la composition réelle en fait, de ces aérosols. Donc au final, pour conclure, ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est qu'en termes de prévision de pollution atmosphérique, on développe un modèle qui commence à être pas mal utilisé dans la communauté scientifique, mais aussi pour tous les acteurs qui cherchent à faire de la prévision atmosphérique. La pollution atmosphérique, en fait, c'est un mélange d'énormément de types de processus différents qui comportent énormément de compartiments géophysiques différents. Et aujourd'hui, on va axer notre recherche principalement sur les aérosols, qui restent la grande inconnue, sur leur composition chimique, en essayant d'intégrer le plus de sources différentes possibles, et donc en ouvrant au maximum nos domaines de simulation. Voilà, je vous remercie.